Parfait. Donc, je commence avec la présentation de nos deux intervenants. Donc, on a Yannick Robert, qui est cofondateur d'Horticité et qui travaille depuis maintenant 3 ans. Donc, avec sa formation de 3 ans en agriculture biologique et ses 6 ans d'expérience en paysagement, il rêve d'une ville verte, nourricière et résiliente pour la réalité climatique du 21e siècle. On a aussi Alexandre Dumas qui est avec nous aujourd'hui. Donc, Alexandre est diplômé de l'Université Laval en aménagement et en environnement forestier. Il est ingénieur forestier depuis 2006. Il travaille pour le service de l'environnement de la ville de Gatineau depuis 2010, où il a notamment planifié la plantation de 4000 arbres dans des parcs municipaux et aussi en bordure de rue. Donc voilà, je laisse maintenant la parole à nos intervenants. Classique, on va enlever le mute pour qu'on puisse nous entendre. Donc, je me présente Yannick Robert. Donc, c'est moi qui va changer les scènes aujourd'hui. Et ça, c'est moi puis Alexandre qui allons présenter le tout. Donc, un petit peu lors de la présentation, donc on va parler l'évaluation du site qui est à verdir, ensuite le choix des végétaux à planter, la réalisation d'un plan d'aménagement, quelques notions de base sur la plantation d'arbres et ensuite différents éléments à prendre en compte pour la plantation sur les terrains municipaux. Au courant de la présentation, moi et Alex, on va s'alterner, donc ce ne sera pas moi pendant une période de temps, Alex pendant l'autre. On va alterner chacun notre tour à cet effet-là. Il y a une période de questions à toute fin. Donc, on va faire un 30 à 40 minutes de présentation. Après ça, il y a un 20 minutes de questions qui sont aussi enregistrées. Par la suite, on arrête l'enregistrement. Puis la dernière demi-heure, ça va être des questions ouvertes s'il y en a encore. Donc, pendant la présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure dans le chat. On va juste passer, essayez pas de la poser avec le micro ouvert pour pas que ça vienne superposer les voix pendant l'enregistrement, juste dans le chat. Après ça, Myriam va pouvoir nous le signaler, lire la question, puis on va essayer d'y répondre. Si la question que vous avez, on voit qu'elle va prendre un petit peu trop de temps, on va peut-être la réserver pour à la fin de la présentation, juste pour s'assurer qu'on respecte les temps qui avaient été convenus. Donc, comme ça, s'il y a des personnes qui ont d'autres engagements, ils vont pouvoir se libérer et aller à leurs engagements respectifs. Avant qu'on commence, juste m'assurer, moi, je n'ai pas d'écouteurs aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez tous assez bien? Oui, on t'entend bien. Oui, OK, super. Ouais. Donc, on y va. Donc, évaluation de site à verdir, ce qu'il faut savoir avant les prochaines étapes lors d'un projet de verdissement. Donc, une première chose qui est intéressante de savoir, c'est qui est-ce qui utilise le terrain. Donc, on veut vraiment savoir les utilisations passées, actuelles, mais aussi futures du terrain. Utilisation passée, donc, est-ce que c'était une zone humide qui a été remblayée? Est-ce que, par exemple, dans le cas du parc Lavé ou du parc Fontaine à Hall, est-ce que c'était des anciens dépotoirs, des trucs comme ça? C'est le genre de choses qui est intéressant de savoir. Utilisation actuelle, bon, ben là, ça fait beaucoup plus appel à comment est-ce que les lieux sont utilisés. Donc, est-ce que, par exemple, il y a des fêtes de quartier dans une section du parc? Donc, 11 mois par année, ça a l'air vide, ça a juste l'air gazonné, mais il y a quelqu'un qui a dessiné une ligne rouge, en tout cas, pardon. Euh, mais, tu sais, 2 semaines par année, 2, 3 semaines, il y a une fête de quartier, il y a un chapiteau, il y a de l'animation qui se fait à cet endroit-là. Mais nécessairement, on va essayer de ne pas planter des arbres, c'est de l'animation qui se fait là. Au même titre, est-ce qu'il y a du sport qui se fait faire? Donc, est-ce qu'il y a vraiment une zone délimitée, par exemple, avec un terrain de soccer à cet endroit-là, ou c'est un endroit où est-ce que le monde va quand même juste faire du sport, lancer le frisbee, lancer la balle avec leur chien, des trucs comme ça. Donc, c'est quand même des endroits qu'on doit considérer aussi dans notre aménagement. Est-ce que c'est une zone de dépôt en neige aussi? Donc, c'est plate, c'est des zones qui sont juste gazonnées, qui n'ont pas d'utilité l'été, mais l'hiver, ils ont une utilité, c'est de se faire d'avoir un tas de neige par-dessus. Sinon, est-ce que c'est aussi une zone où est-ce que l'eau s'accumule? Donc, dans les parcs, souvent, on va le voir, là, c'est un endroit où est-ce que c'est plus bas, c'est fait pour que l'eau s'accumule à cet endroit-là.
soit volontairement ou involontairement avec les années, là. Et c'est ça. Donc, à considérer, si c'est une zone qui est genre marécageuse ou très, très, très humide pendant plusieurs semaines au printemps, ben, ça va influencer ultimement le choix des essences qu'on va mettre. On ne mettra pas une essence qui ne résiste pas bien à l'excès d'humidité dans cet endroit-là, par exemple. Ensuite, bon, ben, il y a à savoir c'est quoi l'objectif du projet. Pardon. Donc, est-ce que, par exemple, on veut avoir un projet qui est nourricier? Ou est-ce que l'objectif, c'est pas tant d'avoir de l'ombre, mais de produire des aliments? Le choix des essences va être influencé par euh, est-ce qu'on veut, par exemple, donc vraiment avoir des aires de détente qui sont agréables pour le monde? Planter des arbres près des structures de jeu pour les enfants pour éviter que le sable soit très chaud l'été, près des bancs, près des tables pique-nique, juste de manière générale, dans des zones qui sont peut-être un peu moins occupées présentement parce qu'il fait juste très, très chaud l'été. Est-ce qu'on veut régénérer, donc par exemple, une section du parc où est-ce qu'on aurait des arbres qui sont matures en âge très avancé, mais c'est ça. Donc, on veut préparer, dans le fond, la prochaine génération d'arbres. Donc, lorsque ces arbres matures-là, s'il y a un problème qui arrive dans 20-30 ans, ben, on a déjà planté un arbre qui, lui, va être prêt à prendre la place, la canopée, une fois que le plus vieil arbre sera décédé pour une raison ou une autre. Est-ce qu'on veut faire un écran, donc vraiment venir planter en haie pour, par exemple, venir bloquer la vue sur un stationnement? Un écran, ça peut aussi être en différentes sections d'un parc. Donc, est-ce qu'on veut juste venir faire une espèce de cassure entre, par exemple, la structure de jeu des enfants et un terrain de pétanque, par exemple. Donc, juste à la place de mettre des arbres, des grands arbres, on viendrait peut-être plus mettre des buissons, par exemple, à cet endroit-là, juste pour venir faire une séparation, un écran entre les deux. Ou est-ce qu'on veut, par exemple, juste avoir des arbres ornementaux, donc des arbres qui présentent sculpture, ou est-ce que là, on plante ça et l'arbre en tant que tel, c'est un ornement sur le territoire. C'est toutes des choses qui vont influencer notre processus de décision. Et un objectif ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire un autre. Un exemple, par exemple, on peut décider de à la fois faire de l'ombre et du nourricier. Un très bon exemple, ben, en plantant des chênes. La noix de chêne est comestible. Ça prend plusieurs années, quelques décennies avant que le chêne en produit. Mais lorsque le chêne sera mature et à maturité sexuelle, ben, il va pouvoir par la suite faire des glands qui vont pouvoir être consommés. Autre chose qu'il faut considérer, donc c'est la proximité à un point d'eau. Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour la mobilisation bénévole? Ben, plus que tu as de chemin à faire pour avoir accès à l'eau pour arroser la plantation par la suite, ben, plus que c'est difficile de mobiliser du monde. Si tu dis que c'est à 200 mètres, le robinet du centre communautaire est à 200 mètres de la plantation d'arbres, ben, c'est soit que tu as 200 mètres de hausse ou que tu transportes des bidons d'eau sur 200 mètres. Donc, c'est des choses à considérer. Il y a aussi l'accessibilité. Souvent que les bâtiments municipaux, ça prend des clés spéciales. Donc, c'est pas un robinet comme à la maison où est-ce qu'on a toujours accès pour l'ouvrir ou le fermer. Des fois, c'est des clés spéciales. Donc, à considérer aussi si ça prend un accès spécial avec la ville ou avec les gestionnaires du centre communautaire. Alex, c'est ta Alors, c'est à mon tour à faire cette partie-ci de la présentation. Je voulais mettre un peu l'accent sur les contraintes qui pourraient empêcher la plantation d'arbres sur certains sites. La première contrainte qui est, je l'ai séparée en deux grandes catégories. Donc, les infrastructures qui sont aériennes, la plupart du temps visibles, et les infrastructures qui sont souterraines. Première des choses pour les infrastructures aériennes, la première est très facile à comprendre, les lignes de transport à haute tension, transport électrique. Donc, les contraintes sont très sévères. Donc, la plantation d'arbres est totalement interdite dans l'emprise des lignes de transport à haute tension. J'ai mis l'exemple du stationnement de l'hôpital de Gatineau.
dans laquelle il n'y a pas d'arbres, il y a quelques arbustes. Effectivement, ce sont des sites très intéressants pour la plantation d'arbres, étant donné la faible quantité d'arbres. Par contre, la plantation d'arbres est interdite vraiment pour des questions de sécurité et d'intégrité du réseau électrique. Juste rapidement pour vous expliquer pourquoi, c'est qu'un arbre, même s'il ne touche pas au fil électrique, étant donné la très haute tension des fils, du courant électrique qui traverse les fils, un arc électrique serait possible avec l'arbre, même s'il n'y a pas de contact. Donc, une espèce d'éclair qui se forme entre l'arbre et le réseau électrique. Et ça peut occasionner de très grands problèmes pour Hydro-Québec. Donc, ça, c'est la première contrainte que je voulais vous montrer. Les autres, la diapositive suivante, sont plus applicables à vos genres de projets. C'est quand même quelque chose qui est très important à comprendre. Et je vous dirais, avant d'entrer dans les détails des fils électriques autres que ceux à haute tension, je voudrais dire que, règle générale, il faut toujours éviter de planter des arbres trop près de fils électriques et même fils de télécommunication, quelle que soit la nature de ces fils-là. Par contre, dans un milieu urbanisé où souvent les espaces disponibles sont faibles, on peut être pas nécessairement l'obligation, mais on peut être intéressé à planter des arbres à proximité de ces fils électriques-là. Donc, il y a quand même certaines contraintes, certains critères à respecter. Si on prend la première image, si on part du bas, là, donc si on s'imagine vraiment ceux qui peuvent regarder par la fenêtre en voir un, là, ou sinon regarder n'importe quel poteau électrique, c'est souvent le même patron qui revient. Donc, si on part du bas, la première série de fils, donc l'image en bas à gauche, ce sont les fils de télécommunication. Donc, il y a presque pas de voltage qui circule dans ces fils-là et ils sont souvent protégés. Donc, ça, il n'y a pas nécessairement de contrainte à la plantation d'arbres à proximité de ces réseaux-là. Et comprenez bien que quand on parle de plantation d'arbres, il faut toujours visualiser dans notre tête la dimension que l'arbre atteindra à maturité, là. Donc, c'est sûr qu'à la plantation de l'arbre, peut-être qu'il n'y aura pas de conflit avec les fils électriques, mais il faut toujours se projeter dans l'avenir pour voir est-ce qu'il pourrait y avoir des conflits. Si on continue dans l'ordre, la deuxième série de fils sont les fils à basse tension. Donc, ce sont des fils qui sont protégés, qui a vraiment une enveloppe protectrice autour des fils électriques. Et le contact de branche avec ces fils électriques-là n'est moins dommageable. Par contre, il faut quand même considérer que des fois, les fils peuvent être endommagés et que donc, il peut y avoir des contacts et des ruptures de service. Donc, c'est quand même une série de fils qui sont importantes à considérer, mais un peu moins que la dernière que je vais présenter. Aussi, c'est cette série de fils-là qui est à peu près au milieu, sont les fils qui sont connectés aux maisons. Donc, il y a des poteaux électriques, il y a toujours un fil qui s'en va connecter. Puis, on parle évidemment de réseaux aériens électriques. Je ne parle pas des réseaux électriques enfouis. Donc, ce sont les fils électriques qui sont l'électricité qui est amenée dans les maisons. La dernière catégorie de fils, les fils à moyenne tension qui sont situés vraiment au sommet des poteaux électriques, ce sont les plus dangereuses. Donc, c'est vraiment ces fils électriques-là auxquels il faut apporter une attention très particulière, étant donné justement le très haut voltage. Ces fils-là, comment les reconnaître? Ils ne sont pas protégés, ont l'air très minces et donc sont conducteurs d'électricité. Aussi, sur les poteaux électriques, il y a toujours un isolant en porcelaine qui est justement un isolant avec le sol. Donc, on peut les reconnaître de cette façon-là. Et puis, donc, je vais y arriver plus tard là, dans la présentation quand je vais parler des outils de sélection d'arbres. Mais je vous montre tout de suite là, les guides d'Hydro-Québec. Puis c'est vraiment la raison première pour laquelle Hydro-Québec a décidé de faire vraiment des grands livres avec tous les arbres pour vraiment identifier si la plantation d'un arbre est possible ou pas à proximité de fils électriques. Donc, dans l'outil que je vous montrerai plus tard, Hydro-Québec mentionne donc pour tous les arbres s'il y a des restrictions à la plantation d'arbres à proximité de ces fils ou quelle est la distance à respecter avant de planter un arbre à proximité de ces fils. Hydro-Québec dégage un rayon de 3 mètres autour de ces fils électriques-là. Donc, il n'y a pas une interdiction formelle à planter des arbres à proximité des réseaux, mais si vous plantez des arbres à proximité,
vous devez comprendre que dans quelques années, dans le cadre de leur élagage systématique, Hydro-Québec pourrait passer et, dans quelques cas, charcuter vos arbres. Donc, eux, leur première priorité est de sécuriser leur réseau et non pas de maintenir les arbres en place. Donc, des fois, on se ramasse avec des problèmes qui auraient pu être évités avec une bonne planification. Donc, c'est le premier élément d'infrastructure aérienne et possiblement un des plus importants que je voulais amener, mais si tu reviens un peu, Yannick, il y en a d'autres. Donc, il y a évidemment les bâtiments. Donc, première des choses, là, puis je ne l'ai peut-être pas dit au départ, mais quand on se présente sur un site, là, il faut garder l'œil ouvert. Yannick a parlé d'utilisation du site, ça c'est très important. Puis je rajouterais peut-être le point au niveau de l'utilisation du site. N'hésitez pas à parler avec les utilisateurs et les gens qui fréquentent les sites. Eux sont vraiment les yeux au quotidien. Et puis, si vous allez voir un site au mois de mai, les conditions ne sont peut-être pas les mêmes qu'au mois d'août et qu'au mois de janvier. Donc, les utilisateurs du site à l'année longue vont pouvoir vous fournir vraiment de l'information très importante. Donc, quand on arrive sur un site, il faut vraiment garder l'œil ouvert, regarder et ne pas hésiter à lever la tête justement pour voir les fils électriques, voir les bâtiments, voir s'il y a des bâtiments à proximité de vos endroits où vous voudriez faire de la plantation d'arbres. Est-ce qu'il y a des lampadaires? Et est-ce qu'il y a aussi d'autres arbres? Donc, je reviens au fait que quand on plante un arbre, on veut qu'il grossisse. Donc, s'il y a des arbres à proximité, il faut quand même, puis j'y viendrai plus tard, il faut voir quelle sera la dimension de cet arbre-là à maturité pour justement bien intégrer les nouveaux arbres avec les arbres qu'on veut planter. Donc, là, je suis prêt à passer à la diapositive suivante qui concerne plutôt les infrastructures souterraines. Donc, ça, c'est un aspect tout aussi important à considérer. Et pour commencer, je vous parlerai du service info-excavation qui est offert, qui est un OBNL, qui est financé par des grandes entreprises, justement, qui ont beaucoup de réseaux souterrains enfouis, des infrastructures souterraines. Et puis, donc, eux offrent un service de localisation, c'est-à-dire de marquage sur le terrain des réseaux enfouis. Donc, eux se déplacent lorsqu'on fait une demande, puis ils mettent de la peinture au sol et des drapeaux pour indiquer la localisation des infrastructures souterraines. Donc, dès la phase de planification de votre projet, vous pouvez placer une demande à info-excavation. Mais ce que je peux vous dire aussi, avant d'en arriver à cette étape-là, vous pouvez quand même, vous, de votre côté, repérer certains signes qui pourraient vous permettre de deviner la présence d'infrastructures souterraines. C'est-à-dire des espèces de grosses boîtes brunes qui sont donc soit de télécommunications ou même d'Hydro-Québec. Ces grosses boîtes-là sont indicatrices de réseaux souterrains. Des regards d'égout, des bouches d'égout dans la rue ou même dans un parc, souvent, s'il y en a une dans le milieu d'un parc, ça veut dire qu'il y a possiblement un réseau d'aqueduc ou d'égout qui passe dans le parc. Donc, souvent, si on trouve un regard d'égout, on peut essayer d'en trouver un autre et essayer de faire une ligne. Là. Donc, c'est un indicateur qui n'est pas parfait, mais ça vous donne une première indication. Et donc, si je reviens à Info-Excavation, dès la phase de planification, on peut effectuer une demande de plan auprès d'Info-Excavation. Donc, eux, ce qu'ils vont faire, ils ne vont pas se déplacer sur place, ils vont consulter leurs plans qui sont disponibles, fournis par ceux qui ont ces réseaux-là. Et puis, vous pourrez avoir une première indication que est-ce qu'il y a présence d'infrastructures souterraines. Et avant les travaux, donc vraiment quand vous êtes rendu à l'étape, à quelques semaines, même 1 ou 2 semaines avant votre projet de plantation en tant que tel, là, on peut placer une demande officielle à Info-Excavation. Les délais sont très courts, c'est-à-dire que du moment qu'on fait la demande, l'entreprise a 3 jours ouvrables pour aller faire le marquage. Donc, c'est très rapide. Donc, on peut facilement faire une demande 1 semaine avant les travaux de plantation. C'est quand même préférable de ne pas faire la demande trop à l'avance parce qu'il y a des risques que la peinture ou les drapeaux de marquage soient déplacés ou disparaissent avant votre projet de plantation. Donc, si vous faites une demande beaucoup à l'avance, c'est important de se déplacer une fois que la demande a été complétée pour visualiser justement cette peinture-là au cas où elle disparaisse. Je voulais aussi vous parler des infrastructures qui sont non couvertes par Info-Excavation, c'est-à-dire l'électricité municipale. Donc, s'il y a des lampadaires municipaux dans un parc ou le lieu où vous voulez faire de la plantation, regardez s'il y a des présences de fils aériens. S'il n'y en a pas, ça veut dire qu'il y a des fils électriques qui sont enfouis.
Donc, ça, c'est une information qu'on peut fournir à la Ville de Gatineau. Et Égout Aqueduc, c'est la même chose. Donc, Info-Excavation ne couvre pas ce secteur-là, mais nous, à l'interne, à la Ville de Gatineau, on effectue le marquage pour ces genres de travaux-là. Je vous ai mis à la gauche de l'écran un peu le code de couleur, là, qui n'est pas nécessaire d'apprendre par cœur, mais ce qu'on doit retenir, c'est que la peinture blanche est vraiment ce qu'on utilise pour faire le pré-marquage. Donc, l'emplacement de votre arbre, si vous voulez le faire avant le passage d'info-excavation, pour qu'eux aient vraiment une idée précise de l'endroit où vous voulez mettre l'arbre, on utilise la peinture blanche. Et pour ce qui est d'info-excavation, toutes les informations sont disponibles sur leur site Internet sur comment effectuer une demande. Même, je pense qu'à la diapositive suivante, Yannick, je couvre ce sujet-là. Non, c'est ça, je ne le couvre pas. Donc, pour compléter sur info-excavation, vous pouvez aller sur leur site Internet. Il y a vraiment beaucoup de vidéos, de tutoriels très simples à comprendre pour vous aider à placer une demande auprès de ce service-là. Maintenant, pour la caractérisation du site, c'est une étape qui est aussi importante et puis pour laquelle je vous suggère d'être à l'aise et confortable. Donc, on ne vous demande pas d'être des experts en foresterie et d'identifier précisément chacun des cultivars ou des arbres qui sont présents sur le site. Si on y va facilement, je pense que chacun d'entre vous est capable de différencier un feuillu d'un conifère. Donc, c'est quand même une première étape qui pourrait être pertinente. Donc, un endroit où il y aurait beaucoup de conifères et peu de feuillus, ça pourrait être intéressant de mettre des feuillus. Par contre, c'est plutôt la situation contraire qui survient souvent. Il y a beaucoup plus de feuillus que de conifères dans la plupart des parcs sur le territoire. Donc, c'est quand même une première indication qu'on peut avoir. Maintenant, au niveau de l'espèce et du genre, c'est quand même un autre niveau de détail que vous pourriez quand même être capable de remplir. Peut-être pas parfaitement, mais vous êtes peut-être capable de différencier un chêne d'un érable. Donc, l'espèce en tant que telle, le chêne rouge ou le chêne à gros fruits, ce n'est peut-être pas évident, mais au moins, si vous êtes capable d'identifier le genre, c'est-à-dire un chêne, par exemple, ou un érable, mais c'est une autre étape supplémentaire qui va vous aider à trouver l'information sur le site. Et autre information qui pourrait être pertinente, est-ce que les arbres sont jeunes ou est-ce qu'ils sont matures? Et puis, l'âge de ces arbres, souvent relié, je vous dirais, le premier indicateur, ça sera la dimension de l'arbre. Bien, ça va vous donner une indication sur l'état de santé de la forêt en quelque sorte, ou plutôt de la forêt urbaine d'un site donné. Donc, si les arbres sont très gros, très vieux, bien là, ça serait intéressant de peut-être planter des arbres à proximité de ces arbres-là ou pas très loin. Tandis que s'il y a beaucoup d'arbres jeunes, mais ce n'est peut-être pas une bonne idée d'aller concentrer encore plus la présence d'arbres dans ces secteurs-là, mais de se concentrer dans des secteurs où il y en a moins. Donc, comme je le disais, le degré de précision n'a pas besoin d'être important, mais ça va quand même. L'information que vous serez capable d'aller chercher en fonction de vos connaissances, c'est quand même une information qui pourrait être pertinente. Le tout dans le but d'assurer une santé de la forêt urbaine. Donc, ce qu'on cherche à avoir, c'est une diversité d'arbres pour que les bénéfices des arbres soient diversifiés, qu'il y en ait différentes sortes et éviter des problèmes de mortalité soudaine de plusieurs arbres si justement il y a un mauvais équilibre dans les arbres d'un site donné. Oui, je serai prêt à la prochaine présentation. Donc, est-ce que c'est à toi, Nick, cette partie? J'avais juste encore oublié de me mettre le son. Donc, juste comme ça, là, un petit truc, là. Donc, n'hésitez pas à prendre beaucoup de notes terrain sur un plan. Un plan, ça peut être facile, là. Prenez une capture d'écran du parc que vous voulez verdir à partir de Google Maps. Imprimez ça, puis après ça, prenez des notes là-dessus. Plus que vous prenez de notes sur place, plus que ça va être facile de faire le reste par la suite devant un écran d'ordinateur parce que vous allez avoir plus d'informations. Donc, on est mieux des fois de prendre trop d'informations quand on est sur place que d'en prendre pas assez et de devoir faire plusieurs allers-retours pour avoir toute l'information qu'on a besoin. Je vois qu'il y a quelque chose de plus. OK. Donc, point 2, donc le choix des végétaux à planter. Je te laisse continuer. Oui, effectivement, c'est encore à moi. Donc, pour ce qui est du choix des végétaux à planter, c'est ça, c'est une étape qui est
qui est la suivante et qui est tout aussi importante. Donc, le premier point que je voudrais vous montrer, c'est le guide qui a été développé par le Credo pour le choix des végétaux. Donc, c'est quand même un guide qui est disponible pour vous tous et qui est un très bon outil pour choisir les arbres. Un autre dont j'ai déjà parlé et dont j'ai mis la référence qui est à droite, c'est le guide d'Hydro-Québec. Donc, moi, je vous ai montré la version papier très, très épaisse de ce guide-là. Maintenant, il y a une version Internet qui existe et puis la recherche peut être facilitée pour vous. Donc, on peut on peut faire des recherches selon différents critères, dont la forme de l'arbre, la hauteur à maturité, l'exposition au soleil, etc. Donc, c'est vraiment c'est un outil que je conseille de tester auprès d'Hydro-Québec si vous vous questionnez justement sur le choix des arbres que vous voulez planter. Je rajouterais un petit point au niveau de la sélection des arbres. N'hésitez pas à planter des arbres de grande dimension. Il faut quand même comprendre qu'on plante des arbres principalement pour les bienfaits qu'ils peuvent procurer, soit des bienfaits esthétiques, des bienfaits environnementaux. Plus les arbres sont grands, plus ces bienfaits-là seront importants. Donc, quand je vous dis de regarder dans les airs et de regarder l'espace disponible, quand l'espace est disponible, n'hésitez pas à planter des arbres de grande dimension. Et si l'espace n'est pas disponible, hésitez par contre. Donc, pour éviter les conflits potentiels. Donc, c'est d'où là que le principe du bon arbre au bon endroit dont Hydro-Québec parle beaucoup et qu'on parle beaucoup en foresterie urbaine, c'est très important. Donc, il faut vraiment la prise en considération de la dimension de l'arbre à maturité est très importante. On pourrait passer à la prochaine diapositive, Yannick. Et je vais vous parler aussi du format des arbres qui sont disponibles. Quand vous aurez sélectionné votre arbre, peut-être allez-vous commencer à avoir des discussions avec des centres jardins ou des pépiniéristes au niveau du format des arbres qui sont offerts. Donc, je dirais qu'il y aurait 3 grandes catégories. Les arbres à racines nues s'appliquent un peu moins pour des projets de plantation urbaine. Donc, les arbres à racines nues, donc, c'est des arbres qui sont arrachés, que seulement les racines sont conservées. La manutention de ces arbres-là est très délicate. Il ne faut pas trop tarder avant de les planter. Et puis, ils ont une moins bonne stabilité, ce qui fait en sorte qu'on les utilise plutôt dans des projets de renaturalisation. Pour des projets de plantation urbaine, ce serait plutôt des arbres en pot ou des arbres en motte qui pourraient être offerts. Les arbres en pot, donc, c'est des arbres les pots peuvent être vraiment de très grande dimension et d'un grand poids, difficile à manipuler, mais c'est quand même moins lourd que les arbres en motte, donc la photographie que j'ai indiquée. La plantation d'arbres en motte est un peu plus délicate parce qu'il y a beaucoup plus de manutention à faire. Il faut enlever les paniers de broches. Ils sont plus difficiles à transporter, puis il faut vraiment enlever la jute autour de l'arbre. Et ces arbres-là en motte ont été arrachés d'un champ et leur système racinaire est moins important que peut-être un arbre en pot qui a eu le temps de développer un bon système racinaire et des racines fines à l'intérieur même de son pot. Tandis que l'arbre en motte, mais les racines fines restent dans le champ. Par contre, avec l'arbre en pot, la difficulté, c'est que si un arbre est en pot depuis une trop grande période de temps, il peut y avoir trop de racines pour le volume de terre disponible et il peut y avoir des racines encerclantes qui sont un certain problème pour les arbres. Et je vous parle brièvement de la diversité fonctionnelle pour vous dire, peut-être en quelque sorte, de ne peut-être pas en tenir compte tant que ça. C'est que dans le guide du Credo qui a été développé, on en parle. Puis effectivement, moi, je vous dis que quand je vous parlais de déterminer quels arbres sont présents sur le territoire, sur votre site, mais on veut avoir une bonne diversité. Donc, la diversité fonctionnelle, c'est quelque chose qui a été développé en recherche pour avoir vraiment des forêts qui sont résistantes puis une bonne variation d'arbres. Par contre, si vous n'êtes pas des experts, le simple fait de prendre en compte le genre de l'arbre ou même l'espèce, et de diversifier ces espèces-là, c'est suffisant pour avoir une bonne diversité sur un site. La diversité fonctionnelle, je vous dirais que c'est plus quelque chose qui va être géré à un niveau supérieur, c'est-à-dire à l'échelle d'un plus grand territoire plutôt qu'à l'échelle d'un site propre. Par contre, je ne vous décourage pas pour ceux qui veulent se lancer dans
dans ces analyses-là. Je vous encourage à le faire. C'est vraiment quelque chose qui est très intéressant à faire. Puis sinon aussi, donc, juste pour faire du pouce sur ce que Alex vient de nous parler, là. Donc, si vous voulez proposer des espèces qui sont non indigènes, tant qu'elles ne sont pas envahissantes, il n'y a pas de problème aussi. Le guide qui a été fait avec Ortip et le Credo, là, entre autres, on a vraiment resté dans tout ce qui était indigène, là. Mais c'est ça. Donc, si vous voulez proposer autres choses que des espèces qui sont indigènes, n'hésitez pas, contactez-moi, puis on va pouvoir regarder à ce moment-là si c'est possible de les inclure aussi dans le projet. Là, je vois que le temps il avance. Il nous reste genre 15 minutes. Donc, on va essayer de flyer ça pour le reste sans trop couper dans les explications. Donc, réalisation d'un plan d'aménagement. Donc, à quoi ressemble un plan? Ça, c'est l'exemple de type de plan qu'on fait avec SketchUp. Là. Donc, ça, c'est pour ceux qui ont été sur la grille d'outils avec Vivre en Vert, là. Le plan que je vous montre comment faire, ça ressemble à peu près à ça. Donc, c'est pas parfait, mais ça fait la job. À partir de ce plan-là, en fait, la seule chose que je vous dirais probablement qui manquerait, qu'on parle plus loin, là, c'est des repères de rue. Donc, par exemple, je pourrais marquer que ici, c'est le boulevard, c'est la rue Maine qui passe là, par exemple, à Gatineau. Ou je pourrais, par exemple, donner l'adresse de la partageoire ou du centre communautaire qui est juste à côté, juste pour que ça soit plus facile pour Alexandre d'avoir des repères visuels à l'échelle de la ville. Donc, maintenant, pour tout ce qui est de l'espace entre les arbres, il n'y a pas de règle qui est officielle. Donc, toutefois, ce qu'on peut considérer, c'est que souvent les arbres en ville ont des très, très grandes distances entre chacun d'entre eux. Sont trop loin pour pouvoir bénéficier des avantages qui ont à être plus proches les uns des autres. Donc, pour la distance entre les arbres, on n'est pas obligé d'aller à la taille à maturité que l'arbre va avoir. Parce que de toute façon, en ville, souvent, il y a beaucoup trop de contraintes qui font que les arbres ont de la difficulté à atteindre leur taille à maturité, que ce soit la pollution, la présence de sel de glaçage, des conditions de sécheresse ou d'excès d'eau. La compaction du sol aussi, souvent, sont dans des endroits à très, très haut achalandage, plus taux de blessure qu'il peut y avoir. Donc, c'est très, très rare que les arbres vont atteindre leur taille à maturité. Donc, on peut essayer de les coller un peu plus pour qu'il y ait plus de bénéfices de la présence de leur congélateur. Donc, ce qu'on retrouve sur un plan, ben, il va tout d'abord avoir les informations spatiales. Donc, comme que j'ai par exemple tantôt, le nom des rues à proximité ou une adresse complète à proximité du parc pour avoir un indicateur clair. Une rose des vents. Donc, on veut savoir c'est quoi l'orientation du plan. Ce qui est intéressant à partir de Google Maps, c'est qu'on a toujours l'orientation nord-sud. Donc, à moins que vous jouez avec l'orientation de la caméra, du moment que vous arrivez sur le site, vous avez une orientation nord-sud. Donc, il suffit juste de rajouter une rose des vents qui est perpendiculaire, pardon, qui est parallèle à l'orientation du plan, puis on sait que l'axe nord-sud va être respecté. Ensuite, donc, toutes les informations de plantation, donc les emplacements des arbres avec un code de couleur. J'ai pris ici parce que le plan que j'avais fait, je trouvais que ça sortait pas super bien quand j'essaie de zoomer in. Donc, c'est un autre plan que j'ai ressorti là. Donc, ici, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la canopée estimée, mais on a aussi le point plus précis où est-ce que l'arbre va être planté. Donc, c'est facile de voir l'endroit où est-ce que ça va être planté, mais on peut voir aussi, ultimement, ça va ressembler à quoi dans le paysage. Qu'est-ce qu'on pense, la projection qu'on a de tout ça. Super important aussi avec un code de couleur qui est distinct par arbre que vous plantez. Puis par la suite, avec toutes les autres informations. Donc, par exemple, ici, la légende, là, on s'entend, c'est un peu zoomé, donc on n'a pas toute l'information. Mais donc, une légende, après ça, on peut rajouter les points d'eau. Est-ce qu'il y a des lignes électriques? Est-ce qu'il y a des égouts? Est-ce qu'il y a des dépôts à neige? Donc, c'est toutes des informations complémentaires qu'on peut mettre sur le plan pour venir bonifier, si on veut, la compréhension de ce qui a été fait.
Alexandre, tu peux me corriger, là, mais concrètement, ce que la ville a besoin, c'est vraiment l'emplacement des arbres. Donc, en fait, là, ce que la ville a besoin, c'est vraiment les informations spatiales, les informations de plantation, puis la légende pour interpréter tout ça. Les En autres effet, puis informations, ouais, c'est ça. Puis comme Yannick a dit au départ, c'est important de quand même de pas trop d'avoir une vue rapprochée du parc, mais d'au moins avoir certains points de référence, comme des rues autour, pour pouvoir bien identifier où le site se trouve dans la ville. Et je rajouterais quand même aussi le point au niveau des codes de couleurs. N'hésitez pas à utiliser des couleurs très différentes ou même des symboles ou même à inscrire le nom des espèces d'arbres à côté des points. Parce que ceux qui sont daltoniens comme moi vont avoir un petit peu plus de misère des fois à manœuvrer dans ces couleurs-là. c'est bon. Bon détail à apporter, Alex. C'est ça. Donc, sinon, les autres informations, moi, personnellement, l'intérêt que je vois, c'était plus d'un point de vue d'historique pour vos propres organismes. Donc, si vous êtes appelé à vouloir faire d'autres projets de plantation, bien, de déjà savoir, par exemple, sont où les dépôts à neige, où que les fêtes de quartier se passent, sont où les infrastructures aériennes, souterraines. Si vous avez un plan avec déjà toute cette information-là, c'est beaucoup plus facile pour vous de juste faire, ah, ben regarde, dans une phase 2, je vais planter à tel endroit pour X ou Y raison. Donc, on va aller le planter dans un autre endroit. On a déjà cette information-là. C'est beaucoup plus facile. Vous allez gagner beaucoup de temps pour des projets futurs. Donc, prochain point, donc, quelques notions sur la plantation d'arbres. Yannick, je te Oui, rendre 2 petites secondes. Là. En fait, il resterait à peu près 5 minutes là, si on veut se garder quand même une bonne petite période de questions à la fin. Donc voilà, je sais que le temps avance vite. Mais... il n'y a pas de problème. Donc, les équipements à prévoir. Donc, la première catégorie, c'est qui peut être emporté. Donc, dans le cas de la campagne Vivre en Vert, il y a la bibliothèque qui peut vous fournir, dans le fond, de l'équipement. Donc, qu'est-ce que c'est? Bien, concrètement, pelle, brouette, gants de travail, outils de jardinage, donc plus des outils à main, plus qu'une pelle avec un long manche. Donc, ça, en temps et lieu, simplement me contacter moi chez Horticité. Puis moi, par la suite, je vais m'organiser avec les bibliothèques. Et lors de la journée de plantation, on va arriver avec les équipements pour les bénévoles. Sinon, donc, l'autre catégorie, ben, ce qui est suggéré aux bénévoles, ben, c'est des vêtements de travail appropriés. Si on plante en novembre puis qu'il fait 1 degré avec un vent frais puis qui mouillasse, ben, ça serait bon que le monde arrive habillé adéquatement. Si le monde a déjà leur gant de travail, c'est un gros plus. Et s'ils peuvent apporter des pinces aussi pour installer les tuteurs, on va avoir quelques paires, mais on n'aura peut-être pas assez pour tout le monde. Donc, si le monde peut déjà arriver avec de leur équipement, ça va juste simplifier le roulement de l'opération. Puis par la suite, donc, ce qui est inclus que vous n'avez pas à penser lors de la plantation, mais c'est tout ce qui est le nettoyage du site, donc Horticité s'en charge à la fin, et tout ce qui est massue, par exemple, pour rentrer les tuteurs au sol, Horticité s'en charge aussi, on arrive avec ça, puis en fait, c'est nous qui plantons les tuteurs pour ça. Ensuite, donc, pour ce qui est de la taille des postes à plantation, donc, ce qui est important de savoir, c'est que la profondeur qu'on va creuser le trou, en fait, la raison que je parle de ça, c'est surtout pour vous aider à bien estimer, à calculer les matériaux. Donc, pour bien utiliser les outils de calcul de matériaux qu'on vous a fournis. Donc, la profondeur, c'est quoi? C'est toujours la hauteur de la motte, donc, comme qu'on a sur l'image ici, là. Donc, on voit le niveau du sol, puis en fait, la profondeur de la motte, c'est exactement la profondeur du trou. Hey, m'en venir à bout de celle-là. La profondeur du trou, c'est exactement la hauteur de la motte pour que, ultimement, la base de l'arbre soit à la hauteur du sol. Ça a pris 8 fois pour le dire, mais j'en suis souviens. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la profondeur de la fosse. Puis par la suite, la largeur, on est à au moins 2 fois la taille de la motte. Ça, c'est un minimum. Donc, on peut aller à 3, 4 fois la taille, mais là, il faut garder en tête que plus que c'est gros ce qu'on fait, bien, plus que ça prend de matériaux pour le faire. Donc, à cet effet-là, donc, pour le calcul des matériaux par arbre, ne considérez pas le volume de la motte de l'arbre dans la fosse. Donc, ce que je dis, c'est que pour le calcul total de matériaux pour remplir le trou, ne considérez pas ce volume-là ici. Pourquoi? Parce que le volume supplémentaire à ce moment-là va être utilisé pour faire le bol de rétention d'eau. Donc, si je retourne mon schéma,
le volume de terre qu'il y a ici, dans le fond, vous allez commander de la terre pour remplir tout le trou, et vous n'aurez pas besoin de la terre qui vient déjà avec l'arbre. Mais cette terre-là va être utilisée pour faire ce qu'on voit ici, qui est la bolle autour de l'arbre. Donc, un petit truc facile qu'on a développé avec les années, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on a juste à calculer la quantité de terre que ça prend pour remplir le trou. Par la suite, le volume de la motte sert à faire la bolle. Puis après ça, on arrive, on n'a pas de surplus de terre ou en très, très petite quantité, c'est vraiment marginal. Et donc, le calculateur qui vous a été fourni se charge des calculs. Donc, juste bien rentrer les unités, vos différentes dimensions, tout se calcule pour vous. Puis c'est même à la fin un tableau récapitulatif qui vous suggère même dans quel format commander, donc soit en vrac ou en sac. Sinon, pour les périodes de plantation, bon, ben, on est vraiment au printemps, donc de la fin avril, début mai jusqu'à la fin juin. Donc, grosso modo, dès que le sol est sec, on peut commencer à planter. Sinon, on s'en va à l'automne, donc de la fin septembre, début octobre, jusqu'en novembre, ou sinon si on se donne un autre d'autres repères, là, c'est vraiment que les feuilles commencent à changer de couleur jusqu'à temps que le sol soit gelé. Donc, d'une année à l'autre, c'est quand que le sol gèle, ça va varier. Si c'est la première de novembre, c'est plus vers la fin novembre. Ça va influencer c'est quand qu'on peut planter, mais c'est les repères qu'on a. Et sinon, je vais laisser Alex Ternick les éléments à prendre en compte sur les terrains municipaux. Donc, pour ce qui est des terrains municipaux, en conclusion, là, pour les quelques projets d'entre vous qui concernent les terrains municipaux ou même les projets futurs qui pourraient être planifiés sur des terrains municipaux, bien, la première des choses, c'est n'hésitez pas à contacter la Ville pour connaître les plans à court ou moyen terme sur le site. Donc, ça, c'est vraiment un point qui est très important à faire. Même moi, ça m'est arrivé de planter des arbres au mauvais endroit parce que je n'avais pas fait une consultation assez efficace. Effectivement, on est plusieurs services municipaux à la Ville de Gatineau. L'effort de consultation est très grand, puis il faut consulter le plus de personnes possible. Donc, il pourrait y avoir des projets de développement pour le parc ou de réaménagement. Donc, ça, c'est vraiment le premier point que je vous conseillerais de faire. Et puis, une fois que cette étape-là est faite et que le site est vraiment libre à la plantation d'arbres, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir de l'information au niveau de la diversité des arbres et la couverture végétale. Donc, ça, j'en ai déjà parlé, puis je vous parlais au début de diversification des arbres. Donc, nous, on a quand même l'information au niveau des arbres dans chacun des parcs de la ville. Et puis, l'inventaire des rues environnantes aussi, c'est quelque chose qu'on va faire dans les prochaines années. On va commencer l'année prochaine pour vraiment peaufiner et compléter notre inventaire des arbres urbains. Donc, nous autres, on a de l'information là-dessus, puis on va pouvoir vous fournir cette information-là. Et puis, ce qu'on exige pour vraiment, une fois que les projets sont acceptés et qui sont vraiment développés, mais on exige d'avoir un plan de plantation. Donc, Yannick en a parlé au départ, ce qu'on exigeait comme information pour nos plans de plantation. Et puis, maintenant, quand vous en êtes à l'étape d'effectuer les travaux de plantation, bien, ce qu'on demande, nous, de notre côté, c'est d'avoir une dimension d'arbre d'au moins 50 mm. On serait prêt à descendre à du 40 mm là, en termes de dimension dans des projets plus de renaturalisation où il y aurait une moins grande fréquentation par la population. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que plus l'arbre est petit, plus l'arbre va être sensible au bris. Si je prends l'exemple d'une cour d'école, un arbre de petite dimension de 40 mm, les risques de bris par les enfants sont trop grands. Ce n'est pas de la mauvaise intention, c'est vraiment les arbres. Moi, je suis heureux de ça. Les enfants sont attirés par les arbres, donc c'est quand même une bonne nouvelle, mais ça prend quand même une certaine dimension pour que l'arbre soit plus résistant. Et puis, ce qu'on demande aussi en terminant, c'est un entretien et un arrosage des arbres pendant une période de 2 ans. Donc, c'est un standard qu'on exige pour s'assurer d'une bonne qualité et une bonne implantation de l'arbre. Donc, on vous demande vraiment de prévoir cet entretien-là, qui serait quand même minimal. Ce n'est pas grand-chose qu'on demande. L'arrosage est très important et non négociable, surtout en période de grande sécheresse. Ça va vraiment favoriser l'implantation de votre arbre, puis une bonne reprise, puis une bonne croissance de l'arbre. Pour ce qui est de l'entretien général, bien, ça serait simplement de quand même nettoyer le tour de l'arbre
pour ce qui est du pays qui est autour de l'arbre, enlever la mauvaise herbe et puis enlever les branches qui auraient pu être cassées. Donc, ce seraient les principaux points qu'on demande du côté de la ville pour ce qui est de la plantation sur les terrains municipaux. Merci. Donc, je vous remercie. Là. Yannick et moi, on n'a pas préparé une conclusion là, formelle, fait que je peux me permettre de la faire. Là. Donc, vos projets de plantation respectifs là, sont très importants pour la forêt urbaine de Gatineau. Là, puis, je vous en félicite puis je vous encourage. Là. Les critères de plantation, ce qu'on vous demande de respecter, mais nous, on ne fait pas ça pour vous embêter, mais on fait ça pour s'assurer d'une qualité de travail, d'assurer la présence et éviter des conflits futurs. Donc, c'est vraiment dans ce souci-là d'avoir une belle forêt urbaine en santé qu'on souhaite faire ça. Puis, je conviens que la ville de Gatineau devra planter beaucoup d'arbres au cours des prochaines années pour affronter l'urgence climatique. Vous serez d'accord avec moi de ce niveau-là. Et puis, la collaboration et l'implication du milieu communautaire pour la plantation d'arbres dans des sites qui sont peut-être jugés moins prioritaires par la ville parce que la ville aurait d'autres priorités, mais c'est vraiment quelque chose qui est très important. Donc, je vous remercie pour votre attention. Super. Merci beaucoup, Yannick et Alexandre, pour votre présentation. Donc, c'est beaucoup d'informations, mais beaucoup de belles pistes là, pour justement tout ce qui est la planification des projets, la plantation avec nos différents organismes porteurs de projets. Donc, merci beaucoup. Donc, ça met fin à la première partie qui était la partie présentation et on pourrait maintenant passer à une période de questions. Donc, si les gens présents avec nous avaient des questions, ce serait le moment de les poser. Donc, vous pouvez soit lever la main ou soit écrire dans le chat. Et si les gens ne sont pas directement connectés parce qu'ils sont en train de dîner ou... je voyais qu'il y a une main levée ou un applaudissement. Non, OK. Je pense que c'est un applaudissement. Oui, main levée, dit Valin. Voilà. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Bon, parfait. Je me demandais si Horticité peut donner un coup de main sur la caractérisation du terrain et le plan là, pour aménager en fonction, parce que là, on vient de découvrir qu'il y a des arbres qui sont déjà présents sur le terrain qui n'apparaissent pas sur Google Maps. Donc, la photo de Google Maps n'est pas suffisamment récente. Et je me demandais si il y a le service d'Horticité, il y a quelque chose de ce côté-là ou s'il faut vraiment faire un bout de chemin, nous, avant de le soumettre. Je ne fais pas à Horty. Je ne sais pas si la question est compréhensible. Oui, excuse. C'est la barre pour que je me démute, elle n'apparaissait pas, puis là, je gagnais avec ma souris pour rester dans le débloquer ça, pardon. Oui, c'est ça, mais ça serait à voir à ce moment-là. Là. Je sais que le service qu'on offre pour les écoles, l'accompagnement n'est pas exactement le même que pour les organismes communautaires. Donc, ce serait juste à voir avec Myriam, mais moi, je ne verrais peut-être pas nécessairement d'enjeu à ce niveau-là. Donc, on pourrait se recontacter pour voir, c'est ça, pour que je puisse vous aider après ça avec terminer tout ce qui est la caractérisation et peut-être vous épauler un peu dans la réalisation des plans. C'est beau. Dans le fond, ce serait d'avoir un second regard parce qu'il y a un bout qu'on peut faire, là, c'est évident, mais on aurait aimé si il y a quelque chose qui nous échappe parce que vous autres, vous êtes toujours là-dedans. Fait que mais c'est ça. Ça peut être intéressant d'avoir un second regard. Oui, ça c'est 100% inclus dans l'accompagnement qui est offert dans le cadre de la campagne. Là. Donc oui, n'importe quand, n'hésitez pas. Envoyez-moi un courriel, ça va faire plaisir de vous aider avec ça. C'est bon, merci beaucoup. Oui, c'est ça. Puis juste pour compléter, effectivement, Horticité est disponible pour les questions un peu plus techniques comme ça. Donc oui, il y a Enviro Éducation qui est là avec Geneviève pour le soutien aux écoles, mais Yannick est disponible aussi pour des questions comme ça de caractérisation ou de choix des végétaux. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Sinon, en attendant, moi, j'avais quand même une petite question de précision pour Alexandre au niveau des... quand les gens planifient un projet sur un terrain municipal et qu'ils doivent envoyer des plans à la ville, ça doit être combien de temps à l'avance là,
un minimum de combien de temps? Okay. Je dirais pour commencer, comme je le disais à la fin, n'hésitez pas à contacter la ville dès que vous avez l'idée d'aller planter des arbres sur le site. Donc, il y aurait déjà un bon bout de chemin qui pourrait être fait si il y a une coordination de ce niveau-là. Mais une fois que le projet est financé, accepté et que là, on est vraiment à la phase finale d'évaluation des plans, mais on demanderait 1 mois à l'avance. Donc, désolé de ne pas l'avoir mentionné dans la présentation, mais donc, 4 semaines avant le projet de plantation, nous, ça nous donne à peu près 2 semaines là, de consultation interne. C'est le temps qu'on se fixe, nous autres, à l'interne, pour analyser toutes les demandes. Donc, je vous donne l'exemple de 2 projets qu'on a là, pour le mois d'octobre, à la fin octobre. Là. Donc, j'ai reçu les plans mi-septembre peut-être, autour de la fin septembre. On a commencé la consultation et je recevais les dernières réponses ce matin. Là. Donc, le délai de 2 semaines, nous autres, est suffisant, mais par contre, je vous demande 1 mois, 4 semaines pour vous permettre de pallier aux imprévus et aussi de permettre de vous faire, de planifier vos modifications s'il y a lieu. Là. Donc, parfois, nos commentaires seront mineurs et pourraient simplement impliquer le déplacement d'un arbre, mais des fois, le projet pourrait être compromis en partie pour des surprises qu'on aurait. Là. Donc, vraiment, le délai d'1 mois, c'est quand même important à respecter. Parfait, merci, merci Alexandre. Est-ce qu'il y avait d'autres questions d'ordre général ou des questions concernant les projets? Ah, parfait, merci Yannick. Parfait. Ben moi, j'ai une autre question, en fait, de précision. Là. Je vais profiter du temps de... Ah, OK, ben oui, Yves-Alain, avant, je te laisse la parole. Oui, j'ai eu une flash parce que j'ai pensé à des choses, là. C'est concernant l'arrosage. Je me demandais si dans le matériel qu'on avait, j'ai vu apparaître depuis quelques temps, quelques années, des systèmes où c'est comme une bâche sous vide, là, je ne sais pas comment expliquer ça, qui est autour de l'arbre, qu'on place autour de l'arbre, puis qu'on remplit d'eau, puis ça se dégage très lentement. Parce que là, le terrain, nous, qu'on vise est quand même assez grand. Il y a des endroits qui sont assez loin. On avait prévu des sous pour l'arrosage pendant l'été, mais on s'est dit que ça faisait peut-être beaucoup d'argent juste pour l'eau. Et là, on se demandait s'il y avait un autre système. Mais là, acheter tout ce matériel-là, je trouvais ça un peu onéreux. Je me demandais s'il y a d'autres solutions que d'amener juste une citerne qui va aller arroser chaque arbre. C'est beaucoup d'argent qui pourrait être utilisé pour la plantation au lieu de... Donc, je me suis dit si ça se louait ou si on peut acheter en groupe ce genre de système. Je ne sais pas trop quoi penser, mais c'est sûr qu'amener un boyau jusqu'aux arbres, en tout cas, je ne sais pas si vous connaissez le terrain d'Ormidas-Gamelin, mais c'était quand même assez grand. Fait que je trouve ça un peu compliqué, là. Surtout pour l'été, puis notre terrain est en pente. Fait qu'on a comme une problématique. Je me demandais si ça existait dans le matériel qui est suggéré ou proposé ou offert. Voilà. Bien, si tu me permets de commencer à répondre, Yannick, le système dont vous parlez, là, le nom commercial, c'est des Gator Bags. Ce sont des sacs en plastique, là, si on pourrait dire, là, qui entourent l'arbre. Par contre, si vous retenez ce produit-là, vous serez quand même dans l'obligation d'aller les remplir, ces sacs-là. Donc, ce que les sacs permettent de faire, c'est d'avoir un arrosage qui est espacé dans le temps. Donc, au lieu d'avoir un arrosage abondant pendant 5 minutes, on a un arrosage lent pendant 6 à 8 heures de temps. Donc, ça, c'est avantageux pour l'arbre, c'est intéressant. Par contre, vous devrez quand même vous déplacer pour aller remplir ces sacs-là. Donc, ça ne permettrait pas nécessairement de répondre à votre besoin, là, qui serait peut-être de sauver des coûts au niveau de l'arrosage, puis d'avoir une meilleure accessibilité. Il y aurait un produit que nous, on a commencé, c'est-à-dire on l'a essayé au printemps dernier à Gatineau. Je ne suis pas encore prêt à vous dire si c'est efficace ou non, mais ce sont des espèces de couronnes. Je vais essayer de l'expliquer simplement, là, mais c'est quelque chose qu'on met dans la terre, à la surface, là, mais autour de l'arbre. Puis c'est un peu,
des capsules absorbantes qui sont dans le sac là, de tissu. Et puis, donc, quand il y a une précipitation naturelle ou même un arrosage artificiel, mais ces billes-là absorbent l'eau et se vident graduellement de l'eau. Donc ça peut être un avantage quand même quand, en considérant que les précipitations sont régulières et relativement abondantes. Donc ça, c'est important. Mais par contre, en période de sécheresse, il n'y a rien qui existe à part l'arrosage qui serait vraiment mécanique ou artificiel. Donc, je laisserais peut-être Yannick compléter ce volet-là parce qu'il y a peut-être un peu plus d'expérience avec des plus petits projets au niveau de l'arrosage. Parce que c'est sûr que nous, à Gatineau, on utilise des citernes, puis c'est des gros contrats d'arrosage, donc on a quand même cette flexibilité-là. Mais quand c'est des arbres qui sont situés loin des rues, bien, la citerne est moins intéressante, puis ça prend vraiment un grand boyau. Donc, on a quand même une entreprise avec qui on fait affaire qui font de l'arrosage manuel, comme Yannick le propose des fois. Donc, ça prend des bons bénévoles, puis ça prend des personnes qui sont motivées, mais c'est des personnes qui s'en vont avec des grosses chaudières, remplir l'eau, puis qui marchent jusqu'à l'arbre pour aller vider la chaudière. Donc, c'est quand même une solution qui demande plus de travail, mais qui permet de sauver des coûts comparativement à des citernes et des contrats externes. C'est ça. Si je peux résumer autrement ce qu'Alexandre dit pour la possibilité d'arroser avec des bidons d'eau, des chaudières, concrètement, ça fait la job. L'eau se fait transporter du point A, qui est la source d'eau, au point B, qui est l'arbre qui en a besoin. Donc là, c'est sûr que si vous voulez sauver des coûts, il faut quand même pas négliger l'achat. Nous, par exemple, ce qu'on aime utiliser souvent pour des projets qui sont moins accessibles, c'est des bidons d'eau de camping de 20 litres, là. Donc, qui sont fermés, mais qui ont quand même une grosse ouverture qu'on peut quand même enlever puis vider rapidement le contenu, puis qui ont des poignées aussi pour bien se transporter. Donc, il faut quand même pas négliger le coût d'achat de ces bidons-là qui sont 20-30 $ l'unité. Après ça, pour ce qui était des getter bags, bon, ben, comme Alexandre le disait, l'avantage, c'est que c'est une irrigation qui est beaucoup plus diffusée, mais dans tous les cas, il faut savoir une hausse qui peut se rendre jusque-là avec assez de débit pour que ça soit intéressant. Ou il faut quand même avoir les bénévoles qui vont quand même se déplacer avec des chaudières, mais à la place de vider la chaudière directement au sol, ils vont la vider dans la poche. Après, comme Alexandre disait, ben, l'avantage, c'est que ça se diffuse sur une plus longue période de temps, donc il y a moins de chances que l'eau qu'on verse fasse juste ruisseler parce qu'après ça, le sol il est saturé en surface. Donc, il y a quand même cet avantage-là. Important, mais ça coûte quand même moins cher payer un bon arrosage pour que l'arbre survive que de négliger l'arrosage et de devoir recommencer le processus de plantation d'arbres par la suite. Donc, l'entretien coûte toujours moins cher que de devoir recommencer le processus de plantation à zéro, mais malheureusement, il existe pas de solution miracle. Donc, c'est soit aller au privé avec un camion citerne qui pourra peut-être avoir de la difficulté à atteindre tous les arbres, ou après ça, regarder avec une équipe de bénévoles. Puis après ça, ça pourrait peut-être être un avantage que Arnaud Gamelin pourrait offrir, que les bénévoles en fin d'année ont peut-être un souper remerciement, et puis de bédin, quelque chose comme ça. Puis tu sais, vraiment travailler le sentiment d'appartenance avec les personnes qui ont entretenu les arbres. Parfait, merci pour vos réponses. Puis justement, par rapport à l'entretien puis à la mobilisation, ben c'est des sujets qui vont être abordés dans les autres webinaires qui s'en viennent au mois d'octobre. Donc, la semaine prochaine, oui, avec Geneviève, on va parler de mobilisation communautaire. Et puis, le dernier webinaire, là, donc la dernière semaine d'octobre, on va parler de la question de l'entretien plus en profondeur. Excellent. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Donc, je vois qu'il n'y a pas de main levée, il n'y a plus de questions dans le chat. Parfait. Bien, en fait, ça terminerait pile l'heure qu'on s'est donnée pour le webinaire. Donc, je remercie tout le monde d'avoir participé à ce premier webinaire sur le verdissement.
Et comme je le mentionnais, la semaine prochaine, à la même heure, toujours le mercredi, on va se retrouver là, avec Geneviève Carrier et Mélanie Sarrazin là, pour parler de mobilisation communautaire. Et puis, toutes les informations là, sont disponibles également là, sur les réseaux du Credo, donc réseau Facebook, et sur le site web de la campagne. Donc, merci à tous d'avoir participé. Je vous souhaite une très belle journée et au plaisir de vous revoir au prochain webinaire. Au revoir. À tout le monde. Au revoir, merci.